Yes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois Ouais. sur le podcast Samuel Breton. Salut Samuel, comment ça va? Ben, ça va très très bien. Merci beaucoup de m'accueillir une nouvelle fois dans le podcast. J'espère que j'aurai des choses à dire qui ont évolué, seront plus ou moins intéressantes. J'espère que toi aussi tu vas bien. J'espère qu'on va passer un bon moment. Oui, ça vient de mon côté aussi. Je suis content de te recevoir une deuxième fois. J'avais beaucoup apprécié notre premier échange qui remonte à un peu plus de 2 ans, même 2 ans et demi, je pense. Ouais, Entre-temps, je pense qu'il y a eu pas mal d'évolutions. Toi, t'es arrivé dans un nouveau club aussi. On va un petit peu en parler. Mais ouais. est-ce qu'avant ça, tu pourrais juste te présenter rapidement? Je renverrai les auditeurs au premier épisode où tu étais rentré un peu plus dans le détail, mais Ouais. voilà, rapidement ton parcours. Ouais, alors rapidement, bah, j'ai un cursus TAPS classique, hein. J'ai fait une licence entraînement sportif, un master EOPS que tout le monde connaît maintenant, à Brest, qui était plus orienté psycho que physio, mais j'en avais parlé, il me semble, dans le premier podcast. Il y a plusieurs raisons à ça. Donc, un master EOPS. À côté, j'ai fait un DU aussi en parallèle à l'Université de Paris en nutrition du sportif, le DU NAPS. Et j'ai eu la chance très vite après le master d'enchaîner dans des clubs pro en volley féminin à Quimper et en basket masculin à Quimper, donc de la première division féminine au volley et de la deuxième division au basket. J'étais moi handballeur à la base, mais les opportunités, le parcours a fait que je suis pas allé dans le handball. Et puis plus récemment, j'ai changé de club, j'ai déménagé de la Bretagne et je suis arrivé dans l'Est à Metz au club de hand du Metz Handball. Donc pour le coup, un retour à mon sport originel. Et je suis au club depuis maintenant 1 an et demi. Euh, voilà tout. En parallèle, je sais pas si c'est le lieu pour en parler, mais j'ai aussi depuis maintenant plus d'1 an monté ma boîte pour faire du suivi individuel de sportifs. Et j'ai aussi mis une partie que j'avais développée sur les réseaux depuis quelques années et qui m'intéresse, donc la partie podcast, parce que j'ai aussi un podcast sur lequel je fais venir des gens qui sont tous intéressants pour parler de performance, etc. Au final, c'est pas mon activité prioritaire, mais bon, ça fait aussi partie de l'aventure, donc je me permets de l'énoncer. Ouais, bien sûr. Et je peux que recommander ton podcast que j'écoute aussi. Et c'est toujours intéressant de voir différents échanges avec différents invités. J'aimerais te questionner un petit peu sur. T'es arrivé à Metz là, ça fait 1 an et demi. Ouais. Bon, je pense que c'est un des deux meilleurs, je pense, clubs handball féminin de première division. Comment Ouais. s'est faite un petit peu ta transition là entre on va dire la Bretagne, la transition à Metz? Comment toi tu l'as vécu? Euh, Ça s'est plutôt bien passé. Bon, l'opportunité s'est créée parce que j'avais déjà échangé avec le coach il y a quelques années, que j'avais fait des travaux sur la gestion des joueuses enceintes dans le sport professionnel, quelque chose qui n'était pas du tout développé à l'époque. Metz Handball était un des premiers clubs qui avait eu en son sein des joueuses qui étaient des futures mères, des mamans qui avaient été accompagnées en tant que sportives et des joueuses qui étaient revenues au plus haut niveau derrière. Donc j'avais échangé avec le coach à cette époque-là pour voir un peu comment ils avaient géré la situation. Et en fait, quand mon prédécesseur est parti du club et que le poste s'est ouvert, j'ai renoué contact avec Manu le coach. On a rééchangé plusieurs mois et puis à la fin de ces mois d'échange, il m'a proposé le poste. Chose qu'on refuse pas, comme tu l'as dit, mais Handball, c'est une grosse structure. Moi, j'étais très très bien dans mes structures précédentes. J'avais envie de passer sur un seul club parce que à la fin, j'étais sur deux clubs en même temps. Ça faisait beaucoup de travail et là, l'opportunité de venir à Metz pour déjà avoir simplement une équipe finalement à gérer, c'était quelque chose qui m'intéressait. Sortir de ma zone de confort aussi, quitter ma Bretagne natale, c'était un truc qui me bottait bien. Et puis, on refuse pas un club comme Metz et une opportunité comme ça. Donc, bah, c'était le déménagement, le changement de vie. Je pense que si ma copine, compagne n'était pas avec moi, je sais pas si je l'aurais assumé. Elle m'a quand même bien aidé parce que c'est clair que les premiers mois, c'était très challengeant. Alors, ça l'est toujours, mais on va dire que en plus du changement de vie, il y a un changement de quotidien, un rythme différent. Comme tu l'as dit, un club qui a aussi alors je vais pas dire plus de pression parce qu'au final, tous les clubs, il y a de la pression à chaque niveau, que ce soit en première division, bas de tableau, en deuxième division, au Mess Handball en Ligue des Champions, la pression est toujours présente dans le sport professionnel. Mais c'est vrai que bon, là, l'engouement, l'historique de la structure et puis l'exigence du staff fait que bah, il fallait être au niveau et il fallait vite s'adapter. Comme je suis handballeur à la base, je pense que c'était plus simple pour moi. Mais c'est vrai que bah, ça a été quand même assez challengeant parce que, comme toujours, quand on arrive dans une nouvelle structure, c'est compliqué. Et encore plus quand
autour de soi. Il y a des grandes joueuses, un coach qui a été élu meilleur coach du monde il y a quelques années, et un staff qui est installé. Le plus dur pour moi, peut-être, c'était de réussir à faire ma place quand mon prédécesseur a passé plus de quasiment entre 5 et 10 ans au club. Il faut réussir à arriver au Metz Handball. Quand on suit un peu le hand, le staff du Metz Handball, avant que j'y arrive en tout cas, était un staff qui était présenté comme très très uni, très soudé autour de Manu, Katia et de mon prédécesseur. Donc il fallait aussi trouver ma place petit à petit. Entre-temps, il y a aussi Edgar, l'analyse vidéo, qui a rejoint le staff. Donc on est un peu plus nombreux aussi au quotidien avec les filles, juste le staff médical. Mais donc ça a été un challenge plus humain que prépa physique pure, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Maintenant, il a aussi fallu se réadapter parce que peut-être qu'on en parlera, mais les contraintes sont pas les mêmes non plus entre le Metz Handball où je suis aujourd'hui avec beaucoup de matchs, avec beaucoup de joueurs internationaux qui ont aussi beaucoup de temps en équipe nationale et en parallèle dans mes précédents clubs des calendriers un peu différents, peut-être pour le coup au volley une saison plus courte avec moins de matchs aussi, avec un seul match par semaine, parfois des matchs des semaines à deux matchs, mais c'était plus rare. Et au basket où il y avait aussi un calendrier qui était un petit peu différent. Donc il y avait un peu tout ça. Là, je pense à être un peu plus posé aujourd'hui et à avoir fait un petit peu mes marques. Maintenant, on sait que voilà, faut jamais rester sur ses acquis. Il faut toujours essayer de trouver des nouvelles choses. Moi, c'est un truc qui m'anime. Donc, bon, ça s'est quand même plutôt bien passé. L'année dernière, on a aussi fait une belle saison. C'est pas de mon fait, mais le fait que l'équipe réussisse à garder son titre de champion de France, réussisse à gagner la Coupe de France, réussisse à aller au Final Four en Ligue des Champions, ça m'a aussi peut-être rassuré parce que j'ai pas eu le sentiment d'arriver et même si on avait perdu, ça aurait pas été de mon fait. Si jamais la Mhm. faute ou la cause, mais ça aurait été plus dur, je pense, si on n'avait pas réussi enfin si les joueuses n'avaient pas réussi à garder leur titre, quoi. Ok. Si on rentre un peu plus d'un point de vue prépa, tu arrives du coup Ouais, dans un club, tu l'as dit, il y a des grandes joueuses qui ont déjà pas mal d'expérience. Il y avait un prépa qui était là avant, qui avait sans doute ses habitudes, sa manière de fonctionner. Toi, tu arrives dans ce contexte-là. Est-ce que tu arrives avec ta vision, des idées claires que tu as envie, alors j'ai pas envie de dire imposer, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire, ou alors tu arrives ouais. avec une petite marge où tu dis, OK, je peux être flexible, vraiment m'adapter en fonction de leurs habitudes, leurs manières, etc. Comment tu abordes ça? Euh, on va dire à l'interface entre les deux, j'ai une qualité peut-être, c'est de penser que ce que j'ai envie de mettre en place, j'y crois à fond et que je j'ai pas envie d'arriver quelque part et de me dire bon je vais faire exactement ce qu'on me dit de faire parce que c'est comme ça et que c'est une grosse structure. Je me dis que si on me fait venir, c'est qu'on a envie aussi d'avoir mon approche et c'est pas prétentieux ou de dire j'ai pas l'expérience de Fred Marcero qui va pouvoir dire ah, non, moi je vais avec mon système, c'est pas le cas du tout. Hein. Mais par contre, en arrivant, je me suis dit ok bah qu'est-ce que je peux faire en étant un peu euh, moi-même. J'arrivais pas non plus, même si je suis encore jeune, j'arrivais pas. C'était pas ma première saison en professionnel. J'avais déjà bossé avec des clubs pro et avec des contextes différents, des publics étrangers, des joueuses, certes, certaines un peu moins internationales, mais j'avais quand même au volet eu quelques internationales. Donc ça, de ce point de vue-là, j'ai quand même réussi rapidement à mettre en place ce que j'avais envie. La chance, c'est qu'on a aussi pu refaire la salle de muscu rapidement et c'est quelque chose que j'avais entendu chez Fred Marciro aussi. Arriver dans une structure et directement un peu mettre sa patte, ne serait-ce en organisant l'environnement comme on a envie, ça amène, je pense, une plus-value directe et ça a permis aussi peut-être d'amener les filles avec moi assez rapidement parce que la salle avait changé, parce que j'amenais mes petits outils à moi, et tous ces petits trucs-là, je pense, m'ont vraiment aidé à mettre en place directement un peu ma manière de bosser. Le fait est que le coach Manu me laisse aussi la main mise sur la partie musculation, prépa physique en salle de muscu. C'est tout de suite plus facile qu'un coach qui a envie d'être un peu trop présent et évidemment il est venu, il a regardé comment je bossais, comme toujours, hein, il peut pas se permettre en tant que head coach d'arriver et de laisser la liberté totale au début. Il m'a questionné sur comment je travaillais, il était là aux séances, etc. Et puis plus le temps passe, plus la confiance, je pense, se fait. Et moi, ça m'a laissé aussi du coup le temps d'eux. Mais ce qui est sûr, c'est que l'année dernière, quand je suis arrivé, j'ai aussi eu une prépa en deux temps parce il y avait les JO. Du coup, une majorité des filles étaient pas là, étaient aux Jeux Olympiques. Du coup, j'avais le groupe réduit au début sur, sur des joueuses qui étaient peut-être un petit peu plus jeunes, un petit peu moins internationales. Donc, il faut dire aussi ce qui est euh, moins des joueuses cadres du club. Ça m'a permis aussi de me faire mes marques. Et quand les joueuses sont revenues des JO, c'était une deuxième étape. Et pour l'anecdote, le coach m'avait dit la première partie de pré-saison, c'est une partie qui est importante. Mais le jour où les internationales reviendront, notamment les Françaises, c'est là qu'il faudra être bon. Parce que si tu les perds à la première séance et qu'elles adhèrent pas
à toi, parce qu'il faut dire ce qui est, quand on est prépa, on apporte des compétences techniques, on apporte aussi de l'humain, bah, ça va être compliqué, quoi. Donc, je me souviens, on était en stage en Hongrie et le jour où elles sont revenues à la première séance, j'avais un peu le stress, énormément de stress pour être sûr que ça se passe bien. Euh, mais, mais ça s'est bien goupillé. J'ai réussi à mettre en place mes petits trucs, je pense. Et puis après, moi, je suis persuadé que quand on est passionné, on fait tous plein d'erreurs et au quotidien, je fais plein d'erreurs, mais en étant passionné, et bah, je pense qu'on arrive toujours à s'en sortir. Et puis après, voilà, on en reparlera aussi sûrement. Ce qui s'est passé aussi très vite, c'est qu'il y a des joueuses qui ont annoncé leur grossesse et des joueuses cadres. Et ce qui m'a permis, je pense aussi, du coup, de pouvoir, bah, c'est bête à dire, mais une joueuse qui tombe enceinte et qui, du coup, sort du groupe, surtout quand c'est une joueuse cadre, et ben, il y a une aventure qui se fait en parallèle. Et si cette aventure se passe plus ou moins bien, ou en tout cas, amène autre chose, ça m'a permis aussi, tu vois, de créer des liens avec certaines joueuses qui étaient importantes dans le groupe. Moi, je crois vraiment à ça aussi, de plus en plus, savoir analyser un groupe et savoir à qui tu t'adresses et ça, faire en sorte que bah, les joueuses qui sont des joueuses cadres dans une structure te suivent dans ce que tu proposes, quoi. Donc, bon, j'ai répondu un peu largement, désolé, mais bon, moi, je t'ai Non, donné quelques indications. non, c'est super intéressant. Tu as parlé un petit peu de l'agencement de la salle. C'était un thème plus ou moins que je voulais aborder avec toi. Donc, je Ouais, pense qu'on va pouvoir l'aborder maintenant. Tu postes pas mal de petites vidéos sur Instagram et des fois, tu fais des petits retours sur des outils ou alors tu as des nouvelles machines, etc. ouais. Aujourd'hui, c'est pas toujours évident dans les clubs d'avoir les financements pour avoir des nouvelles machines, des nouveaux outils, pardon, etc. Comment toi tu t'y es pris pour avoir, je sais pas, ta nouvelle machine, j'ai vu une nouvelle machine à trust ou alors du petit matériel, Ouais. différentes plateformes de saut. Comment tu t'y es Euh, bah, à Quimper, j'ai eu de la chance, hein, je suis tombé sur des bons timings parce qu'à Quimper, quand j'y étais, on avait refait la salle et c'est ça qui a un peu goupillé un peu tout parce qu'en fait, quand la salle à Quimper a été refaite, c'était juste la volonté du club et de la mairie. Mais du coup, c'est la mairie. Comme tu le dis, la majorité des clubs, ils ont pas de sous en France. Les clubs ont pas envie de mettre Mm. des sous sur la prépa physique, sur le matos, parce que c'est quand même tout de suite des petits billets et ils préfèrent mettre ça sur les joueuses, sur les joueurs, sur. Et en vrai de vrai, je peux l'entendre hein, parce que qui fait gagner des matchs, c'est pas la salle de muscu, hein, c'est la compétence des athlètes, des sportifs. Sauf que quand c'est une mairie ou une collectivité qui paye, bah en fait ils vont pas payer les joueuses, donc ils payent pour du matériel. Donc j'ai eu la chance à ce moment-là que la Rock prenne l'appel d'offres, que la salle soit refaite. Et moi en parallèle, je commençais à partager un petit peu sur les réseaux, j'avais créé mon podcast. Et du coup, de par ce biais-là, j'ai réussi à développer des contacts avec la Rock. Et en arrivant à Metz, l'opportunité s'est créée aussi dans les échanges que j'avais eu avec le coach au moment où on était un peu en période de découverte l'un et l'autre sur est-ce qu'on allait pouvoir travailler ensemble, etc. Moi, je lui avais dit que c'était important pour moi d'essayer d'avoir un environnement qui était intéressant pour pouvoir bah, apporter. Moi, j'y crois. Tu le sais, on en a déjà parlé, hein, mais je crois vraiment que l'environnement c'est un truc qui est important pour les joueuses, pour leur donner envie, parce que la prépa physique c'est pas ce qui plaît aux joueuses en sport co en priorité. Et en fait, le coach Manu avait aussi envie de faire avancer les choses là-dessus. La salle qui était présente au Maison de Bâle était un peu, il y avait du matériel hein, qui était en nombre, mais peut-être un petit peu dans son jus et on va dire que les planètes se sont alignées. Nous, à Metz, on joue aux arènes de Metz, mais c'est pareil, les arènes de Metz, ça appartient pas au Messin de Bâle. On est bah, je sais pas, locataire ou en tout cas, on est club résident, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une salle de spectacle avec, tu sais, ses enjeux propres. Et en fait, le responsable des arènes de Metz a accepté de nous accompagner là-dessus. La Rock a accepté de faire un prix parce que je m'entendais bien avec eux, etc. Et ça s'est bien goupillé, donc on a pu refaire. Ça, c'est pour la partie un peu structurelle globale. On va parler du matériel, les rack à squat, les plates, etc. Ce qui est le plus cher finalement. Et après, tous les petits outils, il faut dire ce qu'il y a, hein, c'est des achats perso, c'est des négoces avec des fois des marques qui ont envie de faire tester. En vrai, là, ça fait un peu, ça fait plus de 5 ans que j'accumule du matos, même plus, parce qu'en études, j'étais toujours à la recherche de petits outils. Donc, j'accumule, je teste et j'essaye d'eux. Mais on le sait, hein, c'est pas. Je pense qu'il faut être commercial en même temps que prépa physique pour réussir à donner envie aux structures avec qui on travaille d'investir, pour trouver des compromis. Après, là, le Messin de Balle, de plus en plus, accepte aussi d'acheter du matériel. Mais on sait très bien qu'on n'est pas aux US et qu'on va pas se retrouver avec une salle avec 60 racks et c'est pas réaliste. Mais bon, j'ai la sensation quand même que là, quand je vois un peu l'évolution, il y a de plus en plus d'arènes qui se créent, de plus en plus de matos qui arrivent dans les clubs. Il y a beaucoup de clubs qui ont refait leur salle de muscu. Enfin, j'ai la Mm. sensation, peut-être je me trompe, bah, tu me diras ce que tu en penses, mais qu'on est en train de passer un cap en France sur la prépa physique et sur bah, la considération des espaces de travail, tout du moins, quoi. Ouais, j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus aussi, mais quand il y a des financements derrière, quoi. Et généralement, c'est pas le club.
Moi, à titre d'exemple, là à Nîmes, la salle de l'USAM, elle est pas folle. On a eu des discussions avec Corentin, je pense que tu connais, Mhm. pour essayer de l'améliorer, etc. Mais bon, quand tu as un espace, déjà, c'est même pas quelque chose de plus ou moins carré, c'est rectangulaire et c'est un couloir, bah, tout de suite, dans ton organisation, tu es obligé Ouais, d'avoir quelque chose de spécifique. Mais bon, quand le club ne veut pas mettre d'argent, bah, malheureusement, on peut pas faire beaucoup avancer les choses, quoi. Donc ouais. ça dépend des financements, quoi. Et là à Nîmes, la partie prépa physique, vous la faites comment, du coup? Tout ce qui concerne la partie salle de muscu. Euh, Si la salle du muscu, on l'utilise. Moi, Ok, j'utilise avec le centre de formation, le pôle sport, etc. Les petits pros, ils vont dans une box de CrossFit. Et là, ok. du coup, ils ont des racks à squat, tout matériel type CrossFit Ouais, avec ouais, des appareils cardio. Et il y ouais. a de quoi faire. Il y a une petite partie aussi muscu avec des poulies, etc. Mais Ok. non, je pense que tu mets les pros là-bas, ça fait pas très professionnel, en fait. Même s'il y a Oui, du oui, matos, mais oui. c'est pas mieux. Ouais, c'est sûr. Après, il y a de plus en plus de clubs qui font aussi un peu ce format-là hybride. C'est sûr que, et tu vois, pour le coup, en arrivant à Metz, et je découvre aussi en Ligue des Champions que dans les autres pays, c'est pas forcément mieux. Des fois, on se dit, ouais, dans les autres pays, c'est forcément mieux. La France, on est en retard. Alors, comparé aux US, sûrement. Mais comparé aux autres clubs européens, aux autres pays européens, pardon, je me rends compte qu'il y a des structures de très haut niveau. Là, en Ligue des Champions, on joue contre certaines équipes qui sont dans le top 4, top 6 Europe. Et dans leur salle, il n'y a pas de salle de muscu du tout. Mais c'est même pas, il n'y a pas une petite salle, c'est qu'il n'y a pas de salle de muscu. Mais c'est parce qu'en fait, les méthodes de travail sont pas du tout les mêmes. C'est des clubs, je pense à Esbjerg, qui a un club dans les pays nordiques. Là, ils ont une très belle salle de match, etc., hein. C'est juste qu'en fait, la musculation, c'est pas du domaine du collectif. C'est-à-dire que les joueuses, on leur offre la possibilité d'aller dans des salles publiques. Elles ont des abonnements et des accès dans les salles publiques qui sont autour de l'aréna, etc. Mais par exemple, il n'y a même pas de prépa physique dans le club. C'est la fille qui s'occupe d'elle-même, par elle-même, avec son prépa privé, avec les prépas des équipes nationales. Et c'est une approche qui est complètement différente. C'est-à-dire que le coach va dire, le coach principal va faire sa planif et il dira, OK, ce jeudi matin-là, vous avez à placer une séance de prépa physique, mais c'est à votre charge. C'est pas nous qui allons vous accompagner là-dessus. C'est aussi dû au fait que la culture est différente et que la majorité des joueuses, depuis jeunes, ont cette culture de l'entraînement physique. Et du coup, elles-mêmes vont par elles-mêmes. C'est hors de question qu'elles aillent pas en musculation. C'est hors de question qu'elles fassent pas leur épaulé, qu'elles aient pas un coach qui les suit. Donc, tu vois, dans ces clubs-là, il n'y a même pas de prépa, il n'y a pas de salle de muscu, et pour autant, ils travaillent très bien. Donc, ça ne veut pas forcément dire que c'est moins bien. Il y a d'autres clubs où c'est un format hybride, tu as un prépa qui est au club, mais il y a beaucoup de filles qui ont leur propre staff, qui vont dans des salles extérieures, etc. Donc, finalement, plus j'avance, plus je me dis que c'est pas forcément ultra nécessaire d'avoir une salle de muscu hyper optimisée dans l'arène ou dans le centre d'entraînement. Évidemment, c'est plus pratique, mais dans une box de CrossFit, ça peut faire finalement ça peut faire le taf aussi. Peut-être qu'en France, c'est un peu moins ce format où tu dis aux joueuses de faire par elles-mêmes, c'est un peu plus compliqué parce que la culture n'a pas été inculquée depuis tout jeune. Mais moi, enfin, tu vois, là, cette année, on a une Suédoise qui a 35 ans, qui est internationale, qui est arrivée au club. Elle, en vrai, elle n'a pas besoin de moi, hein. Elle pourrait tout faire tout seule. Elle a, déjà, la majorité du temps, dans les séances de muscu, il y a une partie où c'est elle qui se gère toute seule et c'est OK. Et une fois passé la question de l'ego du prépa, tu te dis, bah, en fait, elle sait ce qu'elle a à faire et tu la vois s'entraîner, tu te dis, waouh, en fait, quel est l'intérêt? Et en fait, depuis des années, elle bosse avec le prépa de l'équipe nationale. C'est une autre approche. Donc finalement, même l'aspect structurel, il est à réfléchir aussi en fonction de la culture du pays et du club, quoi. Mais c'est intéressant. Mais toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Parce qu'on pourrait se dire, bah, c'est autant efficace parce que tu me dis c'est des équipes top 4, top 6 d'Europe et finalement, du coup, les résultats, ils sont là. Mais à Ouais, contrario, on pourrait se dire, en termes de dynamique de groupe, du coup, bah, il y en a un peu moins. En termes de ouais, collaboration entre le prépa physique, pardon, et l'entraîneur, du coup, il y a pas forcément de liens qui sont directs. ouais. Peut-être que je me trompe, mais tout ça, il n'y a pas. Calcul de la charge d'entraînement, si on veut essayer de faire quelque chose de cohérent, handball, muscu, il y a pas forcément. C'est quoi ton avis là-dessus? Ah, c'est une vaste question. On en parle Ouais, souvent avec Samuel qui est à côté de moi, le deuxième prépa au Messin qui bosse avec moi, parce que c'est des sujets qui sont passionnants. Et que moi, quand j'étais à Quimper, j'y croyais pas du tout. Je pensais que si le prépa n'est pas au club, ça marchait pas. Je pensais qu'il fallait qu'il y ait un prépa à temps plein dans tous les clubs, voire plusieurs prépas. Je pensais que c'était indispensable la prépa, que c'était fondamental. Aujourd'hui, j'y crois plus du tout. Alors, je crois pas au fait que la prépa ne soit pas fondamentale. Je crois plus au fait que ce soit ultra nécessaire d'avoir un prépa à temps plein partout. Et pour autant, je crois aussi que c'est super si on peut être trois prépas pour aller plus loin sur toutes les questions. Ce que ouais, je veux dire,
c'est que, parce que c'est hyper contradictoire, c'est que je pense que c'est dépendant de la culture, encore une fois. Je te donne un exemple. Le plus gros club actuel dans le monde du handball féminin, c'est Győr, qui est en Hongrie. Ils ont un prépa à temps plein qui va faire la partie échauffement, qui va sûrement faire la partie load monitoring. Je sais pas, parce que je suis pas en inside, je sais pas s'il y a vraiment une partie load monitoring, parce qu'il faut dire ce qui est. Il y a beaucoup de clubs en sport cool intérieur on parle de gestion de la charge, mais la majorité, on fait pas grand chose. On essaye de faire des choses, mais c'est pas du tout abouti comme ça peut l'être dans d'autres sports. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis juste que c'est un constat. Euh, et pourtant, la majorité des filles bossent avec des prépas individuels. La majorité font leur truc. Les séances, c'est elles qui choisissent quand elles y vont. C'est un peu en autonomie. Et c'est le meilleur club d'Europe. Ils viennent de gagner 2 ou 3 fois avec des champions d'affilée. Ils sont ultra dominants. Euh, et pourtant, ils gagnent. Et à l'inverse, il y a d'autres clubs où c'est beaucoup plus structuré. Je pense à Brest aujourd'hui qui a un data scientist, enfin un responsable GPS, un responsable musculation. En début de saison, ils avaient même un responsable performance à distance. Et pour autant, ils n'ont pas gagné la dernière Ligue des Champions. Donc, c'est bien que le système de performance, ce que j'entends par là, toute la partie prépa physique, kiné, etc., on peut la réfléchir pendant des mois et des mois, essayer de faire évoluer les choses. Je pense que c'est indispensable et que c'est génial. Je pense par contre que c'est pas le cas partout et que c'est pas ça qui fait gagner. Ce qui fait gagner, c'est avoir les meilleures joueuses sur le terrain et réussir à les faire jouer ensemble. Mhm. Et ça, c'est dans tous les sports. Alors, on tend de plus en plus dans le hand à aller, dans tous les sports cool intérieurs, à aller vers des systèmes de plus en plus structurés. Peut-être, et tu me le diras, hein, peut-être que Győr, s'ils avaient 3 prépas physiques et que les 3 bossaient avec l'ensemble des joueuses et que il y avait un super système de monitoring de l'achat d'entraînement, qu'il y avait un super système de travail sur le développement athlétique, qu'il y avait 3 kinés ultra compétents et tout, elle gagnerait encore plus. Elle gagnerait la Ligue des Champions en gagnant tous leurs matchs de 15 buts et sûrement. Mais pour le coup, aujourd'hui, elles n'ont pas besoin de ça. Donc pourquoi elles iraient chercher à faire ça? Elles ont un équilibre qui est autre. Dans les pays nordiques, peut-être que si demain un coach français y va et il amène avec lui son staff, le club gagnera plus. Parce que si son prépa est là à temps plein, qu'il accompagne toutes les filles, etc. Je sais pas, j'ai pas la réponse. Ce que je sais, c'est qu'il y a des joueuses et des clubs qui marchent très bien sans ça, et il y a des clubs qui marchent très bien avec ça. La preuve en est, Metz performe depuis des années et des années avec un prépa à temps plein qui s'occupe de la majorité des joueuses, avec un coach qui drive l'ensemble. Mais encore une fois, je pense pas qu'il y a qu'un système. J'ai envie de dire pour la corporation des prépas que j'espère que le rôle du prépa en club va être amené à se développer. Mais je suis pas sûr. Tu regardes le foot, la majorité des clubs, ils ont 4 prépas à temps plein, mais à côté, tous les gars, ils ont leur prépa individuelle. Donc, je sais pas quelle est la vérité. J'ai pas de réponse. J'ai envie de te dire que comme ça me passionne et tous les jours on a des échanges avec Samuel, on se dit bon bah non, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Moi, je crois, comme je te le disais, que l'environnement d'entraînement doit être optimisé. Mais je sais pas. Tout peut marcher. J'en sais rien du tout. Non, c'est super intéressant, mais ça fait beaucoup se questionner parce qu'il faut dire les choses aussi, tout ce travail de monitoring de la charge d'entraînement, de tout ce suivi, c'est très chronophage, ça peut prendre beaucoup de temps. Et des fois, on peut Ouais. même se dire à quoi bon s'embêter à faire tout ça si on ne sait même pas si ça a un impact significatif, tu vois, sur la perf sur le terrain. Et Bah oui. ça fait- et pourtant, c'est super intéressant et je pense que ça peut avoir un intérêt quand même, mais ça fait se poser des questions et Moi, je te rejoins. intéressant. Ce que je me dis, c'est que nous, on se pose beaucoup de questions parce qu'on a la tête dedans et que ça nous passionne, etc. Quelqu'un qui est président d'un club, il comprend pas tout ça, donc il va pas forcément se poser ces questions-là. Euh, Sûrement que ça optimiserait la performance d'un club et d'une équipe et individuel, de l'individu aussi, de se poser toutes ces questions et d'optimiser tout ça. Euh, mais c'est comme dans les sports d'intérieur, on n'est pas encore arrivé à cette systématisation partout, bah, on peut encore performer sans ça. Peut-être qu'au rugby, aujourd'hui, un club qui, en top 14, n'a pas une réflexion autour de toutes ces choses-là, il descend en Pro D2 direct. Peut-être. Si ça se trouve, pas du tout, je sais pas. Hein. Mais tu regardes aujourd'hui en top 14, il n'y a pas un club où il n'y a pas un responsable performance, où il n'y a pas une réflexion autour de la gestion des GPS, où il n'y a pas une réflexion autour des dynamiques de charge dans la semaine, où il n'y a pas une réflexion. J'ai la sensation de ce que j'entends que c'est en train de revenir un peu en arrière sur tout ce qui est data. En tout cas, ils font un peu reculons sur l'ultra data partout. Mais il n'empêche que si c'est partout le cas, c'est que c'est pas pour rien, c'est que ça apporte des choses. Et je pense à Pierre Austry, là, que j'aimerais bien moi avoir dans le podcast. J'avais lu son livre là, qui est passionnant. C'était le premier responsable performance à l'UBB il y a 10 ans déjà. Si tous les autres clubs après l'UBB l'ont fait, c'est qu'il y a une raison. C'est juste qu'aujourd'hui, dans le sport cool intérieur, on n'est pas arrivé là parce que juste, il n'y a pas les sous et qu'il y a des clubs qui performent sans ça. Mais encore une fois, le jour où ça aura pris la main, peut-être que tous les clubs se structureront comme ça. Et en vrai de vrai, on tend à aller vers là. Nous, au club, aujourd'hui, on a des GPS, enfin, le système LPS qui Nexon. Brest, là aussi, les clubs étrangers, de plus en plus, ils les ont. Enfin, ça commence à venir, etc.
Donc, mais le fait est que tu as raison, tout prend du temps et on a la réponse. Mais en même temps, la performance, ce qui est passionnant, c'est qu'on a on n'a pas de réponse finale, on ne sait pas. On fait des choses, on espère que, et on essaye. Et nous, c'est ce qu'on se pose. Enfin, vraiment, les échanges que j'ai avec le coach ou avec les collègues du staff, c'est un peu ça, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'optimiser les détails. Mais après, je te repose la question. Si demain, tu passes 3 heures à gérer ton analyse de data, tu as passé du temps à regarder le wellness, tu as passé du temps, si tu as un système de GPS, enfin LPS, tu passes du temps là-dessus, mais que la joueuse, elle sort en boîte, elle fume, elle boit, elle mange pas bien en muscu, elle se cache un peu, etc. Est-ce que tu penses que tout ce que tu fais toi a vraiment du sens? Sûrement que oui, mais bon, est-ce que je suis pas, enfin, tu vois, en fait, je me dis, il y a tellement de Non. facteurs dans sport co, c'est l'individu, c'est le collectif, c'est la structure, c'est la culture, c'est que je sais pas. Je pense qu'il faut essayer. Et puis c'est pareil, regarde, sur la gestion de la charge, à un moment, enfin, je te parle de ce que j'ai essayé, ce que j'ai vu. Euh, on se pose des questions sur est-ce que le CMJ, ça peut être intéressant pour gérer l'entraînement, voir un peu les états de forme. Puis après, on se pose le grip. Puis après, on se dit avec les wellness, mais quel type de wellness? Est-ce que je fais un curseur de 1 à 10 ou est-ce que je mets mon doigt pour glisser sur la barrière? Est-ce que on se pose 1000 questions en disant ça va tout changer. Non, ça va être mieux. Non, mais et au final, enfin, je pense vraiment ce qu'on se dit là avec Sam, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus aucune certitude de rien et c'est que du détail, c'est que des questionnements parfois peut-être futiles, mais c'est parce que nous, ça nous passionne qu'on le fait, quoi. Mais bon, je sais même pas si. Je reste persuadé que ce qui est le cœur de notre travail en prépa, c'est éduquer et accompagner en salle de muscu, essayer de faire comprendre aux joueuses et aux joueurs que c'est important de travailler sa force, travailler sa mobilité, bien manger, bien dormir, faire ses routines, si on en a, plus que ces questions de charge d'entraînement, où je trouve que là, ça peut vite être compliqué, quoi. Ouais, mais je te rejoins là-dessus aussi. Moi, j'ai tendance à penser que c'est plus important d'investir son temps sur vraiment la base, faire adhérer les joueuses à ce qu'on fait pour qu'elles mettent du sens et que on développe réellement les choses. Et éventuellement, si on a du temps un peu après, parce qu'on est tout le temps en crise de temps en prépa, ok, là, je vais peut-être Ouais, m'intéresser un peu plus à la charge, etc. Mais je pense vraiment se concentrer sur l'essentiel, ça sera toujours mieux. Comme tu dis, après, tout ce qui est hygiène de vie aussi, bon, on pourra en parler des heures, mais si c'est ouais, catastrophique à côté, voilà, c'est un peu en opposition, quoi. Mais on pourra en parler ouais. encore longtemps, mais c'est super intéressant. Ouais. Après, je pense peut-être que sur un centre de formation, euh, des fois, je me dis que finalement, si on a un peu cru, une équipe pro, c'est l'exploitation de talents individuels au service du collectif et c'est exploiter une ressource qui est la joueuse. Sur un centre de formation, c'est peut-être différent. Peut-être qu'il y a une logique de, de, de développement de l'éducation, de la culture d'entraînement et que du coup, peut-être que tout ça, ça a un sens différent. Et que dans ce cadre-là, autant la partie muscu est fondamentale, autant la partie essayer de mettre en place et de faire comprendre aux joueuses que bah, les questionnaires, c'est pour essayer aussi fondamentalement de les éduquer elles-mêmes, de se poser la question de comment je me sens, qu'est-ce que j'ai besoin de faire, etc. Peut-être que ça a un sens différent et que c'est hyper intéressant, mais on le sait aussi. Tu sais, des fois, on entend les gens dire oui, il faut mettre les meilleurs entraîneurs sur les jeunes parce que c'est sur les jeunes que c'est important de développer des choses, etc. Et que sur une joueuse professionnelle qui est déjà finie, si je puis dire, en termes de développement, c'est pas le meilleur entraîneur. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que ça n'a juste pas à voir. C'est juste que le gars qui travaille sur une équipe pro, c'est plus pas le même travail que le gars qui travaille sur un centre de formation ou sur des équipes jeunes. Mais n'empêche que peut-être que sur l'aspect prépa, il y a un sens différent aussi à ce que tu mets en place en prépa physique, quoi. Ouais, carrément, je suis aussi d'accord. J'avais préparé deux petites thématiques que Ouais, je trouve intéressantes, que tu partageais des fois sur certaines publications Instagram, et où ouais, du coup tu partages aussi une réflexion derrière, et je voulais en reparler avec toi. La première est, alors je sais pas si je crois pas qu'on en avait parlé, mais t'avais dû en parler à un moment donné, ta réflexion avait un peu changé là-dessus. Bon, c'est un sujet qui est déjà revenu, c'est les amplitudes sur amplitude complète versus amplitude partielle. Moi, ouais, j'aimerais juste que tu partages un petit peu ta réflexion, ta vision, ta philosophie là-dessus. Et, parce que je crois ouais. qu'elle a changé, ta vision là-dessus, je crois qu'elle a changé. Est-ce que tu pourrais en Ouais, parler oui, un oui. peu Bah, sur le bas du corps, évidemment, sur les ouais, patterns de squat? quand je suis sorti d'études, tu sais, c'était et même en études, hein, c'était la mode de revenir à deep. Si tu fais pas du deep, c'est que t'es pas compétent, c'est que c'est pas pertinent. Et puis de toute façon, et j'étais le premier à dire ça. Je me souviens, j'ai écouté les podcasts de Aroyan Boussalderval et d'Olivier Bollier qui disaient oui, même en termes de répartition des contraintes dans le genou, le squat complet, c'est intéressant. Si tu développes une capacité sur short range, finalement, en étant en long range, tu vas aussi développer cette même capacité. Et en plus, tu auras mis moins de charge sur ton dos sur un exemple de squat, parce que pour atteindre
une sollicitation suffisante sur un pin squat ou sur un box squat à amplitude réduite, il va falloir charger fort. Et c'est vrai, mais déjà, je reviendrai là-dessus après, mais c'est dépendant du contexte. Mais la première chose que je me dis, c'est que tu sais, dans ces podcasts-là ou dans ces reviews-là où on parlait de ça, on disait oui, regardez, l'étude montre que sur le fait que si le genou dépasse la pointe de pied, il y a plus de tension sur le genou. Et du coup, on se dit ah attention, c'est pas bon. Et ces gars-là, ils disaient mais en fait, on comprend pas bien la notion de contrainte sur le genou. Et en fait, c'est bien d'avoir de la contrainte pour avoir des adaptations. Donc il faut laisser dépasser le genou de la pointe de pied pour un exemple un peu spécifique. Et tu sais, ils avaient un peu inversé la prise de position. Et là, dans leur exemple, après, ils vont nous dire oui, finalement, regarde, si tu fais du squat complet, tu auras les mêmes gains sur tes qualités de développement de saut, mais par contre, tu diminues les contraintes sur la colonne. Comme si la contrainte sur la colonne était devenue quelque chose qui était tabou. Mais moi, la contrainte sur la colonne, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Alors évidemment, il faut faire attention. Sûrement, il y a une dose où c'est trop. Mais n'empêche que réussir à faire du squat chargé et tenir une position même de box squat avec une grosse charge sur le dos, à mon sens, c'est aussi important, si tant est que ce soit fait intelligemment. Donc, je pense que tout argument peut être contrecarré, ça dépend juste de la perspective. Je reste persuadé que le squat complet est un super mouvement, un mouvement de santé fondamental, semblablement. Mais en fait, ce que je me dis, c'est que dans mon contexte, aujourd'hui, le squat complet, c'est trop risqué. Alors, quelqu'un me dirait sûrement, bah, prends le temps de leur apprendre à squatter complètement. Prends le temps de voir si c'est un problème au niveau des hanches, si elle n'y arrive pas, si c'est les chevilles, si c'est trouve des solutions. Et c'est ce qu'on fait. Hein. On cherche à trouver des solutions, on cherche à travailler la mobilité, on cherche à faire ce genre de choses. Mais le souci aussi, c'est que le squat complet, à mon sens, c'est plus dommageable. C'est-à-dire que ça amène souvent plus de courbatures, plus de dommages musculaires, plus de et, et finalement, moi, dans ma temporalité, on a la pré-saison qui va durer allez 6 semaines, puis après euh, plusieurs matchs par semaine, 2 matchs par semaine quasi toute l'année. Si je fais du squat complet, c'est que je fais le choix de pas faire autre chose. C'est que je fais le choix de me dire que on va globalement avoir peut-être plus de résidus. Je te donne un exemple. L'année dernière, j'avais fait du squat complet sur la période de décembre avec une joueuse. Je pensais qu'elle était capable d'assimiler ça. On en fait une première fois, une deuxième fois, et puis la troisième fois, elle me dit ah ça commence à tirer sur mes ischios. Mais je crois que c'est le squat complet qui m'a fait ça, machin. Peut-être que c'était le cas, peut-être que c'était pas le cas. Peut-être qu'on y a été trop vite, peut-être que je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que à cet instant-là, bah moi je suis perdant parce que la joueuse, du coup, je l'amènerai pas avec moi sur la suite si je trouve pas une solution à ça. Moi, je peux pas me permettre qu'une joueuse elle dise qu'elle s'est fait mal en muscu, c'est impossible. Bah, c'est possible, mais c'est pas recommandé si je veux garder mon job. Donc, j'ai vite fait le tour. Et puis surtout, ce que je me suis dit, c'est qu'il y a d'autres moyens d'arriver à des amplitudes complètes qui sont plus accessibles à toutes. T'en parles, mais récemment, je partageais ça sur des formes de split squat, la TG split squat, etc. Où, à mon sens, on peut aller plus rapidement atteindre des amplitudes complètes qui amèneront pas de problématiques articulaires ou musculaires, mais qui par contre permettront d'avoir du travail en amplitude complète. Et le squat sous ces formats réduits, pin squat, box squat, et toutes ces formes, ces cousins, on va dire, amènent aussi des choses. Moi, je pense que, alors, on revient maintenant, mais ça, c'est les modes en prépa, je pense, hein, mais on revient actuellement un peu à dire, oui, on fait du short range, il faut être un peu plus angle spécifique, quoi qu'on en dise, c'est plus intéressant. Peut-être que c'est vrai, je sais, j'ai pas de vérité en vrai, je sais pas. Ce que je sais par contre, c'est que faire du squat complet, j'ai potentiellement un peu de risque. Faire du squat à amplitude réduite aussi, hein, peut-être qu'il y a des risques. Mais par contre, la joueuse, je sais qu'elle y adhère plus fortement. Se sentir fort avec une barre où il y a plus de rondelles, c'est con à dire, mais ça fait du bien à la tête aussi parfois. Je trouve que les gains dans l'équilibre coût-bénéfice, bah non, c'est pas ça l'équilibre, dans la balance entre risque et bénéfice, pardon, je suis plus gagnant à aller vers des amplitudes réduites. Évidemment, après, je réinvente pas la roue, hein, proche du match. Sûrement que quand on a un match, imaginons on joue que le samedi, si j'ai une séance le lundi matin et qu'elles ont été off le dimanche, rien ne me dit que je vais pas aller faire un peu de deep, mais peut-être du coup sur des formats un peu différents. Pareil, ça dépend aussi de la joueuse. Hein. Si j'ai une joueuse je pense l'exemple d'une joueuse qui est hors groupe en ce moment, et bah, qui est plutôt jeune, elle a même pas 22 ans, elle a les amplitudes et elle peut le faire, bah viens, on va faire du squat complet. Hein. Mais par contre, la joueuse qui a 28 ans, qui est en plein prime, qui a l'habitude de faire du squat réduit, enfin amplitude réduite, qui aime ça, bah peut-être que là je vais accepter de me dire bon le squat complet on va le laisser de côté quoi et c'est pas grave et ça fait pas de moi un mauvais prépa ou ce genre de choses quoi. Je sais pas ce que t'en penses toi aujourd'hui. Peut-être que sur un CF j'aurais une réflexion. Des fois on en parle avec Sam, du coup sur le CF, peut-être que j'aurais une réflexion différente. Des fois je le charrie en lui disant que je comprends pas pourquoi il fait pas que du squat complet. Je pense que c'est juste pour le charrier parce que c'est pas une réalité non plus. Sur un CF faut faire de tout sûrement aussi pour l'éducation mais par contre peut-être que sur un CF faudrait essayer d'y passer avec tout le monde. Et puis rien ne dit que le squat complet
ça peut juste passer par un goblet squat un peu lourd qui est sur une planche inclinée, qui est souvent plus simple à atteindre. Oui, bah, sur un CF, la logique, elle est différente parce qu'on est surtout sur du développement. Donc, Mm. certains, j'ai pas le choix, je vais être en amplitude réduite parce que de un, ils ont pas la mobilité, de deux, ils ont des soucis aux genoux, etc. Ouais, Du coup, t'adaptes. D'autres, ils ont déjà la mobilité ou alors j'aimerais qu'ils en gagnent un peu plus. Du coup, on va travailler là-dessus. Mais ça dépend en fait, ça dépend à chaque fois. Moi, j'utilise les deux. Des fois, c'est du box squat et voilà. Des fois, je leur demande d'aller chercher plus d'amplitude sur un squat complet. Ça dépend des profils et ça dépend des moments aussi. Mais j'ai tendance à penser que pour du développement, aller chercher des bonnes amplitudes et avoir des gains de mobilité, c'est intéressant aussi. ouais, c'est sûr. Et je me dis Ça dépend. que je me dis que aussi souvent, on va se dire, ah, attends, mais lui, je vais lui faire une batterie de test, peu importe la batterie. J'ai envie qu'il squatte complet parce que je pense que pour réussir demain à développer à fond ta dorsiflexion, pour réussir à retrouver la rotation de hanche, c'est pas non plus, ça prend du temps. Hein. Enfin, alors je veux bien, il y a des méthodos qui soient plus ou moins accessibles, sûrement en lien aussi avec le travail neurotraining, neurocognitif, etc. Le partage qu'on peut voir avec la RNP, etc., qui est super intéressant. Mais parfois, il y a aussi juste un aspect tissulaire et ça prend du temps de regagner de la dorsiflexion. Du temps, parfois, on n'en a pas et tu le sais aussi bien que moi en CF. Tu as plein de choses à aborder, tu as plein de potentialités, la force, la mobilité, le travail de coordination, enfin, il y a trop de trucs, la pliométrie, etc. Et des fois, du coup, peut-être que c'est pas, tu peux pas en faire juste un focus et que c'est compliqué d'amener tout le monde à squatter. Ou peut-être que juste on n'est pas suffisamment compétent pour le faire. Il faut dire aussi ce qui est. Parfois, on atteint nos limites aussi et il y a des méthodos qu'on maîtrise pas aujourd'hui, qu'on maîtrisera peut-être demain, qui nous permettront d'aller plus vite sur certains développements. Euh, mais je suis même pas sûr que ce soit obligatoire. Et puis, il y a aussi un truc qui a évolué dans ma vision aujourd'hui, c'est que, tu sais, je pense qu'il y a quelques années, je voyais la prépa physique comme une fin en soi. Je me disais, c'est super que la prépa physique soit une fin en soi pour la joueuse qui a dit, attends, mais grâce à la prépa physique, je vais me développer, je vais être en meilleure santé, j'ai envie de squatter complet parce que c'est cool. Mais en vrai de vrai, on s'en fout complètement qu'une joueuse qui performe, elle squatte complet. Ce qui compte, c'est qu'elle performe sur le terrain. C'est triste à dire, mais évidemment, si le squat complet est un outil pour être en bonne santé, alors pourquoi pas? Si c'est un outil pour performer sur le terrain, pourquoi pas? Mais si aujourd'hui, c'est pas l'outil numéro un pour qu'elle performe, bah, c'est pas grave, on n'en fait pas et on fera autre chose et ça fera pas d'elle une moins bonne athlète, une moins bonne sportive, quoi. Donc, là, j'ai l'exemple d'une fille de Chloé, pour ne pas la citer, qui, euh, qui depuis un an, là, elle a repris la compétition, mais qui depuis un an était hors groupe parce qu'elle était enceinte. Donc, elle a fait son pré-partum et son post-partum avec moi. Et on a remis un peu de travail type, un peu de travail complet. Mais ça a été aussi mis en lien avec le fait que pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, à un moment, on pouvait plus faire de travail hyper chargé. Donc, si tu peux plus mettre d'énormes charges, tu te dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je peux remettre du travail complet. Mais pour arriver à du travail complet, on a refait du travail de mobilité sur sa cheville et sur ses hanches à fond parce qu'elle en avait perdu un peu de par l'activité, mais juste de par le fait qu'elle n'avait pas travaillé ça spécifiquement. Et ça nous a peut-être donné accès à ce travail complet, mais ça ne veut pas dire que demain, on va continuer à en faire H24. Donc, c'est aussi parce qu'on a eu du temps, quoi. Je pense que c'est aussi une logique de temps. Parfois, c'est compliqué d'avoir du temps pour tout faire, quoi. Ouais, ouais, carrément. Mais je pense des fois il y a alors c'est pas facile à mettre en place, mais des exercices que les joueurs ou les joueuses peuvent faire tout seuls. Ouais, Et s'ils arrivent à y adhérer et le faire chez eux ou je sais pas quoi, je vais prendre un exemple. J'avais un joueur, il a eu des entorses aux chevilles, etc. Et sa dorsiflexion de cheville, elle était un peu limitée. Du coup, il était mm, limité sur ses squats, etc. Il me disait, oui, tous les jours, j'essaye de pousser tu sais, mon genou contre le mur, etc. Mais j'ai pas ouais, trop le kiné m'a dit de faire ça, mais ça changeait rien. Et du coup, je lui ai dit, bah, on va tester quelque chose. Je lui ai fait tester un Pales Raise. Et du coup, je lui ai ouais. montré, tu sais, sur du court terme, bah, tiens, t'as vu, on avait réussi à T'as gagner de gagné. l'amplitude. Et il avait refait chez lui, parce que du coup, il a vu qu'il avait gagné de l'amplitude. Il a vu le résultat, il l'a refait chez lui. Et à un moment donné, il était en séance sur le handball. Il vient me voir au bord du terrain. Il me dit, hey, je trouve que je me suis amélioré dans mes déplacements parce qu'il est arrivé à avoir un peu plus d'amplitude en dorsiflexion. Et du coup, il a vu l'intérêt en prépa physique, il a vu l'intérêt sur le handball. Et du coup, maintenant, il le refait chez lui en autonomie et il commence à gagner progressivement sur du plus long terme, entre guillemets, de la mobilité Ouais, de cheville. Et du coup, c'est quelque chose que du coup, je m'en occupe pas trop sur les parties physiques en salle parce qu'il le fait en autonomie, tu vois. Mais du coup, il faut qu'il y adhère et qu'il trouve vraiment l'intérêt. Et en plus, s'il voit les résultats, je pense que c'est vraiment c'est un gain de temps et c'est là où tu dis que tu es content de faire ton métier, quoi.
Bah ouais, c'est clair. Moi, je pense que tu as raison. Mais c'est pareil, si on se pose une minute et qu'on se dit est-ce que vraiment ces déplacements ont été améliorés à court terme grâce à l'exercice que tu l'as donné sous format PNR sur la réflexion, si ça se trouve pas du tout, juste un effet placebo et c'est génial, tu vois. Mais du Oui, coup, peut-être. Peut-être. finalement, on sait jamais vraiment, mais c'est ce qui est cool. Et je te reviens, du coup, on en même temps, c'est l'éducation. Et finalement, avec un petit tips, t'as donné un truc. Et surtout, ce gars-là, après, comme cette fois-là, ça a marché, bah, il va un peu plus t'écouter en muscu. Et puis, ça va faire une cascade, ça fait un peu l'effet papillon. Et c'est génial, quoi. Donc, bah, je te rejoins. Et puis, c'est pareil, ça dépend aussi des sportifs. Enfin, il y en a, ils vont pas du tout, ils s'en foutent. Et ils font la prépa parce qu'il faut faire. Il y en a d'autres qui vont adhérer. Et puis, derrière, c'est un champ énorme. Tu vas pouvoir peut-être grâce à cet exo-là, il va te faire confiance et t'arriveras à lui parler de nutrition dans 6 mois parce que il va se dire attends mais il m'avait donné un bon exo, c'est top machin. Moi je trouve que je te rejoins, hein. Pour moi c'est l'essence, c'est le sens. Je vais donner un exemple concret. Bah, Chloé qui du coup a été avec moi là pendant un an sur l'accompagnement autour de sa grossesse. Euh, je, je la connaissais pas avant, donc je peux pas te dire avec certitude qu'elle a vraiment changé fondamentalement son approche de l'entraînement. Moi, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, je sais pas. Le premier but, c'est qu'elle revienne sur le terrain et qu'elle réussisse à reperformer aussi bien, voire mieux qu'avant. C'est ce que je lui souhaite. Et qu'en parallèle, bah, elle ait aucune problématique au niveau féminin en lien avec sa grossesse et son retour à la compétition. Exemple tout concret, on n'a pas envie qu'elle ait des fuites urinaires parce qu'on a fait n'importe quoi et qu'elle est revenue trop vite, qu'on n'a pas respecté les règles et le système de progression avec la kiné sur la partie plancher pelvien, etc. Mais le deuxième objectif que j'avais, c'était de me dire, putain, si ça peut être le moment pour essayer de lui apporter d'autres choses, parler un peu de nutrition, parler un peu de mobilité, enfin, tu vois, des trucs qu'elle avait peut-être pas forcément exploré. Bon, la nutrition, elle avait déjà exploré, mais parce que pour le coup, c'était une chose qui était déjà expérimentée, etc. Bah, c'est gagné, tu vois. Et en vrai, je pense que peut-être que c'est que 5% au final, mais j'ai la sensation qu'on a avancé un petit peu sur l'aspect prépa physique et moi, c'est ce que je kiffe, hein. Moi, ce que j'aime, c'est évidemment la performance. J'adore voir les filles gagner des matchs, j'adore me dire qu'on avance et gagner des titres, etc. Mais en vrai, en toute transparence, l'année dernière, on gagne le titre de champion de France, c'était génial. Moi, j'étais super content. C'est pas mon titre, c'est le titre des filles, c'est le titre du club. Moi, je suis que prépa physique du staff qui accompagne. Et si ça se trouve, en vrai, j'ai été plus ému du fait que bah, cette joueuse-là revienne sur le terrain, qu'après le match, elle vienne me dire bah, merci, c'est grâce à toi aussi, machin. Ça m'a plus ému en mon fort intérieur plutôt que gagner, parce que je sais très bien que gagner un titre, c'est exceptionnel, mais c'est pas ça qui construit, c'est la relation humaine et c'est ça qui est trop cool dans notre métier, c'est que Mhm. on crée des liens avec des gens et on apporte des choses qu'on a la sensation de transmettre. Donc, moi, c'est ce qui m'anime, hein. Ouais, 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 Let's go. je te rejoins. C'est super intéressant. J'avais une deuxième petite thématique là, assez précise, Ouais, encore une fois, quelque chose que tu avais partagé et j'aimerais un petit peu revenir dessus. Je vais te poser un peu la même question sur ta vision, ta philosophie et comment toi tu le perçois et tu le mets en place et éventuellement les intérêts et les avantages que tu y vois. C'est sur le travail en overhead, sur différentes formes. C'est que des fois tu fais des petites choses avec des rotations, etc. Est-ce que tu pourrais ouais, détailler un petit peu ta philosophie et ta vision sur ce type de travail? ouais, carrément. Euh, du coup, on pourrait faire le lien un peu avec la partie amplitude complète sur le squat, parce que c'est une thématique, le squat amplitude complète. Mais tu vois, en vrai, si on l'extrapole, et désolé, je fais un parallèle, mais sur Vas-y. le Roman deadlift, est-ce que moi, ça ne m'aimerait pas à l'idée de me dire que je fais que de l'amplitude réduite? Parce que c'est un type de mouvement différent, parce que c'est des logiques différentes, avec une logique peut-être un peu plus santé à certains moments. Donc finalement, le débat autour du squat complet, ça ne concerne quasi que le squat. Mais sur les épaules, c'est la même chose. Est-ce qu'on va chercher à faire du end-range? Est-ce qu'on va chercher à développer un peu plus la mobilité? Si on part du fait qu'au handball et dans les sports d'overhead ou de lancer, et je te recommande fortement d'aller échanger avec Nico Fouché, qui est un peu, pour moi, un des gars qui est vraiment bon là-dessus, kiné, mais qui a une clivance prépa physique, parce qu'il a aussi un master en prépa physique. Euh, si on se dit que tu sais, sur une joueuse de handball, la rotation interne, la rotation externe, pardon, la rotation interne sont des deux éléments fondamentaux. Est-ce qu'il faut toujours aller chercher plus de rotation externe? Auquel cas, du coup, on va faire du travail de mobilité pour aller sur des fins d'amplitude. Euh, Moi, je pensais que oui, et tu vois, lui, hein, de manière hyper intéressante, il disait, bah, pas forcément, ça dépend. Ça dépend de ta rotation interne, ça dépend du coup de ton arc complet, ça dépend des pathologies associées. Est-ce que tu es hyper lax? Donc, finalement, pareil, sur la position d'overhead et la position derrière, parce que je dis overhead, mais finalement, tout le spectre d'overhead, de rotation, de flexion, extension d'épaule, il y a des choses à aller regarder. Et peut-être que là, moi, je pense quand même qu'aller chercher à être fort en fin d'amplitude, c'est fondamental. Et par voie de conséquence, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en termes de système de progression pour que on propose des situations aux joueuses qui leur permettent de travailler le plus de choses. Pareil, il y a toujours ce truc de compromis temps-bénéfice.
tu te dis, tu vas travailler. En tout cas, moi, dans ma vision, en handball, c'est hyper important d'être fort de manière lente sur les épaules. Je vais donner un exemple. Quand j'étais au volley, je passais beaucoup de temps à faire des situations, tu sais, impulse. J'avais même fait un pendulier où je venais faire, tu sais, ta rota externe, ça revient en rota interne et tu viens bloquer, drop Ouais. and catch, machin. J'en fais toujours, mais je fais beaucoup moins de ça et je fais beaucoup plus de travail lent et lourd. C'est qu'on va dire, mais de la rotation externe, excentrique, à la poulie iso-inertielle. On a la chance au club d'avoir une super poulie Eliga qui permet d'avoir, tu sais, une phase concentrique plus légère que la phase excentrique. Parce que je pense vraiment que le travail lent et lourd, c'est quelque chose qui est important pour la capsule articulaire et juste pour le contrôle moteur et pour la force de l'épaule. Même si c'est éloigné des contraintes à très haute vitesse du handball, je, de tout ce que j'ai lu, vu, expérimenté, je pense que ça reste un indicateur. Euh, si je fais le parallèle après avec l'overhead, je pense que les momentum au handball sont toujours en overhead. Une passe, un tir, tu te fais arracher l'épaule, tu te fais quasiment mal tout le temps à l'épaule quand tu es en overhead. Alors des fois, il y a des joueuses qui vont se faire mal une acromoclaviculaire, sur un contact, etc. Néanmoins, l'overhead est fondamental. Et qu'est-ce qui derrière détermine la capacité d'overhead? C'est tes rotations, tes capacités de flexion, ta capacité thoracique, rotation, extension, flexion thoracique. Et du coup, je me dis, qu'est-ce que je peux proposer comme situation qui me permet d'aller travailler un peu tout ça? Évidemment, certaines choses, si on les teste, c'est peut-être plus la partie thoracique qu'il faudra retravailler. D'autres, c'est peut-être plus la partie flexion, extension d'épaule. Donc, moi, je me dis qu'il faut le travailler, il faut être fort en overhead, mais du coup, ça passe par plein de situations. Tu sais, aussi bien euh, savoir se tirer, donc tout le travail de tirage en overhead, traction, etc. Savoir résister à une charge qui te comprime en overhead, farmer carry, etc. Savoir se suspendre. Je me dis, c'est des contraintes complètement différentes sur les tissus. Et après, tout le travail, on en avait parlé avec Nicolas dans le podcast que j'ai fait avec lui d'ailleurs. Mais tu sais, le travail un peu inspiré Javelot sur les réseaux. En plus, on voit Oui. plein de choses qui tournent autour de ça. Et la difficulté de ce travail-là, c'est que c'est souvent trop challengeant pour les joueuses de hand avec qui je travaille. C'est-à-dire que tu peux donner des situations que tu dois faire au javelot, tu sais, où tu pars en overhead avec de la rotation, etc. Moi, je vois un sens énorme. Le souci, c'est que si tu proposes ça à une fille qui n'a pas l'habitude, elle va se faire mal parce qu'en fait, c'est trop avancé. Donc, il faut direct essayer de régresser pour proposer des choses et progresser ensuite. Puis, ça dépend aussi si la fille elle a juste la capacité d'avoir une chaîne cinétique qui est efficiente. Mais tu vois, on parle de l'analyse un peu euh, analytique, ta capacité de rotation, et tu dis derrière comment je la réintègre dans une position d'overhead où je vais devoir aller à haute vitesse, dans laquelle j'ai de la rotation aussi thoracique, dans laquelle du coup l'énergie part sûrement de mes jambes, mais il faut que j'arrive à l'envoyer jusqu'à l'objet que je vais devoir envoyer. Donc ça, en fait, moi je trouve ça passionnant de me dire que juste avec un ballon au bout de la main, il peut se passer plein de choses, aussi bien sur la partie résilience que sur la partie performance pure, à savoir, alors je suis pas certain que ce soit un indicateur de performance la vitesse de tir ou handball, mais par contre, la perspective de pouvoir tirer dans toutes les positions, de pouvoir, dans la continuité du match, rester performant sur le maintien d'une vitesse de tir, la capacité à trouver des opportunités de shoot dans n'importe quelle position, c'est une partie performance qui, je pense, est impactée par ta capacité d'overhead. Et à l'inverse, ta capacité à pas avoir mal à l'épaule dans la saison et dans ta carrière, je pense qu'elle dépend aussi vachement de cette capacité-là parce que finalement, l'épaule, elle subit des contraintes qui sont assez énormes au hand. D'overuse, mais d'impact aussi des fois. Donc, je le vois un peu dans tous les sens. Et pour refaire le lien avec ce que je disais au début, quand j'étais au volet, je venais de découvrir tous ces systèmes un peu de pensée avec ces exemples un petit peu exotiques. Et on est tous à un moment, je pense, biaisés par ça. On a envie de faire des trucs, on se dit, oh, putain, c'est cool ce que je fais, etc. J'en suis revenu un peu, je fais un peu moins ce type de travail-là. Néanmoins, je pense quand même que c'est à sa place. Je me dis que c'est du travail qui a tout son sens, mais que ça doit arriver vraiment plus tard, quoi. Et que peut-être moi, j'arriverai à le mettre en place en style individuel, mais sur un effectif complet, il y a tellement de choses à faire avant que je le fais un peu moins. Par contre, ça reste, dans toutes les séances que je propose, il y a toujours du travail autour de l'épaule, le lien épaule-scapula, le lien épaule-scapula et puis colonne vertébrale, puis après le lien avec les hanches. Enfin, je pense qu'il y a quand même du sens à aller vers ça. Je sais pas si j'ai étayé, enfin, répondu réellement, mais bon, je vois sens à ça, quoi. Si, Et si, tu c'est. vois, Vas-y, je vas-y. complète désolé une dernière fois, je me dis même que on a plein de trucs à apprendre à l'athlète et au lancer en athlète parce ils se sont posé des questions biomécaniques que nous, on ne s'est pas fondamentalement posé dans les sports pour l'intérieur parce qu'il y a trop de facteurs qui rentrent en compte au hand et que la position d'overhead, c'est un élément alors qu'au javelot, c'est tout l'élément, quoi. Ils vont se poser des questions là-dessus parce qu'ils ont, entre guillemets, que ça à faire. Nous, au hand, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu en prépa physique, sur l'aspect technico-tactique que peut-être on s'est un peu moins penché là-dessus. Mais j'avais vu une intervention, enfin, j'avais écouté une intervention de Jérôme Simion où il parlait, par exemple, du rapport triceps-biceps et
de la capacité excentrique du biceps sur un mouvement de lancer, sur l'extension du coude, et que finalement, si ton biceps il n'est pas performant en excentrique, lent et lourd, puis en excentrique rapide, il va inhiber le mouvement parce que si ton biceps n'a pas la capacité de sécuriser l'articulation, et bah, tu ne pourras pas finalement envoyer alors le javelot, la balle, peu importe, l'objet dans sa pleine mesure, tu ne seras pas efficient parce que finalement, juste ton biceps de manière analytique ne sera pas performant. Et tu dis, attends, si je réfléchis à ça, ça veut dire qu'il faut que je renforce mon biceps pour espérer derrière que le complexe triceps-biceps soit efficient au sein même du complexe de l'épaule, qui lui est au sein même du complexe du haut du corps et ramené après avec le bas du corps. Et moi, je trouve ça passionnant. Et tu te dis, bah, du coup, il y a tellement de situations que je peux proposer qui sont des petites situations, mais qui auront du sens. Et typiquement, alors, c'est pas tout à fait les mêmes secteurs, mais juste, tu sais, je redécouvre depuis 2 ans l'intérêt du TRX que j'avais un peu mis de côté alors que c'est génial. Mais juste, tu sais, un tirage TRX coude haut avec un travail spécifique, je viens tirer et je repars à un bras derrière en excentrique, tu te dis, mais en fait, je suis juste en train de faire du renfort du biceps en excentrique en ramenant quand même une notion de corps, etc. Et moi, pour moi, ça, c'est aussi spécifique que faire un exercice beaucoup plus polyarticulaire. Donc, bon, je trouve que c'est ce qui est cool parce que ça fait poser des questions aussi. Et puis après, il y a toute la gestion il y a une joueuse qui a mal à l'épaule depuis plusieurs années. Moi, je pense que c'est quand même au kiné aussi de saisir de ça et de nous donner la direction. Euh, mais je pense vraiment que plus tu arrives à rendre une articulation résiliente, moins elle a de risque de blesser et plus elle est performante. Donc, bon, ça a aussi sens, quoi. Ouais, carrément. Mais c'est intéressant que tu parles des autres sports parce que c'est là où tu dis, il y a pas mal d'études qui sont faites bah, dans l'handball, etc. Et comme tu l'as dit, il y a tellement de choses à voir, limite des pieds jusqu'aux mains. Et Ouais, dans des sports où, bah, comme tu l'as dit, ils ont entre guillemets que ça à aller chercher, bah, du coup, on peut aller creuser des choses. Je sais que il y a des choses aussi, moi j'ai bossé aussi un peu dans le baseball, et du coup, ouais, j'ai appris pas mal de trucs aussi au niveau de l'épaule, parce qu'ils ont des contraintes de fou au niveau de l'épaule, et du coup, que j'ai pu retranscrire dans le handball en me disant, ouais, peut-être tu fais des liens, c'est pas la même mécanique, mais tu fais quand même des liens, et c'est là où tu dis la richesse des autres sports au service de ton sport dans lequel tu bosses. C'est hyper intéressant et tu peux enrichir un peu ton système. Donc, je trouve ça hyper ouais, de fou. intéressant. Là, avec tes gars, comment tu perçois du coup le renforcement de l'épaule, etc. Tu arrives surtout en plus que les morphotypes sont pas tout à fait les mêmes entre les filles et les gars, même si chez les filles, on a quand même des sportifs qui sont assez exceptionnels. Chez les gars, chez les jeunes, souvent, tu as des longs segments aussi. Le handball, ça se rapproche de plus en plus. Alors, c'est un peu différent du basket, tu vois, mais tu as quand même des morphotypes un peu longilines parfois. Comment tu réussis? Est-ce que tu vois des déficits un peu plus qu'au baseball? Enfin, comment tu abordes le truc? Ah, c'est pas la même chose parce que je sais qu'avec les gars aussi, j'ai des profils où ils ont besoin de prendre en masse musculaire, tu vois, parce Ouais, ils sont encore assez légers. Tu sais que pour les équipes professionnelles, etc., ils ont besoin de prendre encore du poids. Donc, pour certains, j'ai une priorité sur de l'hypertrophie. Mais du ouais, coup, à travers ce travail d'hypertrophie, j'aime bien des fois mettre des angulations, trouver des angulations qui vont un peu plus solliciter l'épaule sur un tirage, par exemple, venir un peu en coude un peu plus ouvert, etc. Mais après, moi, je prends des classiques, mais un Cuban press ou des trucs comme ça, ou ouais. des fois un focus sur l'excentrique lent et lourd pour vraiment venir renforcer. J'aime bien intégrer ça, tu vois. Ouais, Mais carrément. il y a des morphotypes, il y en a, ils ont des bras, ils font 2 mètres. Je les Ouais. vois sur un développé couché, la descente, elle est interminable. Mais Ouais. Ouais. j'essaie de travailler un peu. Je me dis que des fois, tu sais, nous, on se donne des standards. Alors, je suis pas arrêté sur. J'ai pas de réponse. Je sais pas s'il faut avoir des standards en termes de performance sur des patterns de tirage, sur des patterns de poussée, sur des patterns comme on peut le voir, tu sais, à l'ancienne. Euh, Poliquin, Bollier, beaucoup. Enfin, j'ai déjà eu pas mal de trucs passer, notamment avec Bollier qui a quand même pas mal partagé ça à un moment. Romain Cacciavenda, assez récemment, il me semble, pour le coup, je suis sur sa newsletter, tu vois, il avait partagé un truc là-dessus aussi. Moi, je l'utilise pas aujourd'hui, mais par contre, je pense quand même que bon, il y a des niveaux de force minimales à avoir et que c'est important d'essayer de développer ça. Et même la force max analytique des rotateurs externes, internes, externes, est important. Euh, donc, je pense qu'on fait tout la même chose. Il y a un truc qui a beaucoup évolué, enfin beaucoup évolué, où j'ai un peu changé d'avis aussi, c'est que, enfin, j'ai pas changé d'avis, j'ai juste recentré un peu ma vision des choses. C'est que je pense qu'il faut faire beaucoup de fois la même chose pour performer.
comme sur le terrain, faire beaucoup de hand pour être bon au hand, bah, si tu veux avoir une épaule forte, faut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de Cuban press, d'exercices basiques et d'essayer de surcharger tranquillement dessus. Et puis après, tu mets un peu d'épices en changeant un peu les systèmes et il y a trouvant l'équilibre pour faire en sorte que les sportifs ils soient pas un peu ils s'ennuient pas à travers ce que tu proposes. Alors, on peut revenir après sur le débat des est-ce qu'un sportif a besoin de continuité sécurité ou est-ce qu'il a besoin de diversité et le lien avec les neurotypes, etc. C'est sans fin, mais n'empêche que j'ai la sensation, moi, dans mon contexte, que bah, c'est important de changer des patterns tout en gardant une continuité sur bah, le fait qu'on a envie que l'épaule soit forte et pour qu'elle soit forte, bah, faut taffer dessus, quoi. Ouais. Et pour les joueurs en formation, tu vois aussi certains, je pense que rien que développer leur niveau de force sur des patterns au-dessus de la tête, parce que sur certains mouvements, tu vois qu'ils ont une force assez réduite. Rien que pour moi, développer des niveaux de force sur des patterns assez globaux, rien que ça, ils vont déjà Ouais. gagner sur de la stabilité et ils seront plus solides sur le terrain. Donc, peut-être après, sur les équipes pro, c'est différent. En tout cas, moi, je les développe de manière assez globale. Et après, des fois, de manière spécifique, je vais individualiser, mais c'est vraiment des fois au cas par cas. J'ai un joueur, il a eu un souci au niveau de l'épaule, il est instable. Du coup, lui, tu sais, je le mets un peu de côté. Il a des trucs spécifiques, mais moi, j'aime bien vraiment partir des basiques, augmenter les basiques. Et si vraiment il y a des déficits, entre guillemets, t'individualises. Mais pour moi, rien Ouais, qu'augmenter carrément. augmenter le niveau global, déjà, pour moi, ça fait progresser. Donc, Ouais, c'est après, clair. Et puis, tu vois, pour des joueurs. je pense, mais je pense que même sur les pros, il faut. Parce que après, ça dépend aussi du niveau de développement de la part Parce que je me dis, il y a des joueuses qui ont 19 ans, 20 ans, qui sont plus expérimentées en prépa physique que certaines joueuses qui ont 25, 26, 27 ans, parce que juste dans leur parcours, évidemment, elles sont professionnelles parce que c'est des génies de leur sport. Mais par contre, sur la partie prépa physique, elles sont immatures parce qu'elles n'ont pas forcément développé ce cursus-là. Donc en plus, ça dépend aussi peut-être de la culture et du stade d'avancement de la joueuse. Sachant que moi j'aime bien le discours de Benjamin Floris là, et de Bastien Cos qui est à Toulouse, qui sont, je trouve, très pragmatiques et un peu quitte. À un moment, il faut être réaliste. Tu développes évidemment un sportif qui fait une discipline spécifique, mais avant tout, tu développes un humain selon des caractéristiques athlétiques globales. Moi, je trouve que le débat PPG, PPS, tu sais, il a plus trop lieu d'être. Tout est spécifique par voie de conséquence, en fait. Même, comme tu dis, un press, même un autre exercice où tu vas dire, attends, mais c'est pas spécifique. Mais en fait, c'est spécifique à partir du moment où ça développe le sportif qui, lui, sera meilleur dans sa discipline. Donc, je pense, enfin, moi, Exactement. Ouais. je le vois comme toi, hein. C'est juste qu'on peut peut-être parfois prendre un peu plus de temps, en fonction du contexte, à réfléchir à un système un peu plus analytique sur une pathologie. Mais en vrai de vrai, c'est un lien à faire avec les kinés aussi, hein. C'est aussi pour ça que c'est cool. Mais tester une épaule, tu vois, Nico Fouché, il en parle dans ses formations sur l'épaule. Tester une épaule, etc. Nous, en prépa, faut être réaliste. Parfois, on n'a juste pas le temps, on n'a pas les moyens, etc. Mais si ça se trouve, avec un peu de précision, tu peux aller plus loin pour avoir une épaule en bonne santé que simplement se dire, OK, on fait juste du press et ça va être suffisant. Non, ce serait une bonne base, mais sûrement qu'à côté, il faudra aller faire, tu sais, un test avec une plateforme de force, avec un dynamo pour aller voir les rotateurs internes, externes, les déficits de mobilité, le gap entre mobilité passive et active, on va dire. Enfin, il y a plein de choses à aller regarder, tu vois. Donc, je me dis, mais la réalité, c'est qu'on peut pas tout faire tout seul. Donc, bon, faut avoir une bonne base, je pense, et après, essayer de petit à petit incrémenter et se faire accompagner, quoi. Non, ouais, carrément. Et je sais qu'il y a un outil aussi que j'ai incorporé avec le centre de formation, c'est le snatch. Je leur faisais faire pas mal d'épaulés parce que certains avaient appris, etc. Le snatch, pas trop, je l'en faisais pas parce que techniquement, c'était pas fou, tu vois. Donc, je préférais me concentrer sur l'épaulé. Et finalement, je me suis dit, je préfère prendre un peu de temps, tu vois, à développer la technique et d'avoir aussi ce travail en overhead, plus ou moins lié du coup aussi au bas du corps et venir avec beaucoup de vitesse, rapidement en overhead, être capable de stabiliser, d'être fort dans cette position. Tu vois, j'ai trouvé aussi un intérêt, donc je l'ai intégré. Je l'ai intégré aussi avec le pôle espoir et maintenant j'ai des petits qui font des arrachés qui sont assez propres, tu vois. Donc je me dis après s'ils vont en centre de formation en équipe pro, tu vois, j'espère que ça leur servira. Mais ouais, j'ai trouvé aussi un intérêt sur le snatch pour le travail de l'épaule. Ouais, c'est clair. Mais moi, je pense que, en fait, on n'a pas d'objectif de moyens. On veut juste amener les sportifs à être plus forts, plus résilients et tous les outils sont intéressants là. Et en plus, c'est cool quand tu as des patterns un peu semi-olympiques ou olympiques parce que tu sais que tu vas travailler sûrement l'épaule, mais en plus, tu travailles tellement d'autres choses que bah, c'est C'est d'une clair. paire de coups, quoi. Donc, c'est super intéressant. Ouais. Écoute, on arrive un petit peu à la fin du temps qu'on avait à disposition. Déjà.
Ah ouais, c'est passé vite. Très vite. Je vais te laisser conclure un petit mot de la fin si tu veux rajouter un petit quelque chose ou donner deux, trois conseils que tu pourras avoir en tête pour des éventuels entraîneurs ou pour toi qui nous écoutent. Ouais, je suis absolument pas légitime pour donner des conseils à qui que ce soit. Non, mais un Bon, petit mot déjà, de la fin. c'est super ce que tu fais. Voilà, pour le coup, on a fait un peu les mêmes réflexions autour du développement du podcast, etc. Donc moi, je trouve ça génial. Ça te permet Mm. de rencontrer plein de monde. Je pense que ça va te servir en plus toi personnellement, mais en plus c'est cool parce que ça nous permet à tous d'écouter des collègues qui en plus parfois on n'a pas le contact, parfois c'est compliqué de prendre du temps pour échanger, donc c'est trop bien. Moi, je pense que le meilleur conseil que je peux donner, c'est un que j'ai reçu il y a pas si longtemps je m'adresse vraiment juste aux prépas, hein, de Fred Marcelo, qui est pour moi un des meilleurs prépas, là, un des plus inspirants, si on peut dire. C'est de réussir à voir plus loin que juste le club, à voir plus loin que juste une activité, d'essayer de diversifier ses activités. Je pense que le monde de la prépa, il est en train d'exploser, mais pas forcément dans le sens où on a envie que ça aille. C'est-à-dire, c'est pas forcément en disant que demain tous les clubs auront 4 prépas à temps plein. Mais par contre, je pense que le lien sport santé, prépa physique, parce que finalement, ce qu'on dit là, nous, c'est du sport santé au service de la performance, c'est du développement athlétique au service de la performance. Tout est en lien. Et moi, je pense que le seul conseil que je peux donner, c'est d'être passionné et surtout d'aller regarder ce que font les autres, échanger à fond et ouvrir ses perspectives, se dire, ouais, je mets pas tous mes œufs dans le même panier, j'essaie de voir ce qui se fait à droite à gauche, de diversifier mes activités. Moi, un truc que je découvre de plus en plus, enfin, que j'appréhende de plus en plus, c'est que euh, que ce soit en club ou que ce soit en dehors dans du suivi individuel, etc. La partie, mais tout le monde le dit aujourd'hui, hein, la partie développement humain, savoir se vendre en tant que prépa, et c'est pas négatif, tu vois, c'est super Mm. important. Et je pense que c'est grave sous-côté parce qu'on l'apprend pas à la fac, on l'apprend pas dans les bouquins, c'est mal à se dire que, et puis en fait derrière, tu te rends compte que gérer un groupe, c'est quelque chose qui est dur, réussir à se vendre soi-même pour essayer d'avoir des opportunités, c'est parfois compliqué, que réussir à fidéliser des gens, que ce soit en club ou que ce soit derrière sur du suivi individuel ou du sport santé, c'est compliqué aussi. Et je pense que ça, c'est des skills qu'il faut grave développer. Tu vois, moi, j'aimerais bien recevoir des gens dans mon podcast prochainement qui sont spécialistes de ces questions que je me donne à moi-même déjà et que les gens peuvent prendre. Et bah, toi aussi et tout le monde, je pense. Et nous, dans notre milieu de prépa, il faut vraiment qu'on arrive à se développer sur ces skills-là. Et puis la deuxième chose, c'est peut-être, et je pense que l'initiative de ton podcast, du mien et de tous les podcasts qui fleurissent sur le marché, bah, c'est que ce serait cool qu'on arrive à se réunir tous les prépas à travers les fédés, à travers parce que tant qu'on n'arrivera pas à se réunir comme les kinés, comme d'autres corporations, bah, on n'arrivera sûrement pas à faire progresser le métier de prépa physique. Parce qu'évidemment, tu vois, je te prends l'exemple, il y a des prépas individuels, enfin, ils vivent très très bien, ils ont des situations hyper confortables, et puis tu en as d'autres qui ont des situations beaucoup plus complexes. Et je me dis, ce serait cool si on arrive à tous se réunir pour créer des choses. Maintenant, il faut qu'il y ait un gars qui ait la motive de faire ce taf-là, et surtout le culot, on va dire, parce que ce serait un sacré chantier. Peut-être que si toi, tu as l'envie, vas-y. Mais je pense que c'est quelque chose à développer aussi, quoi. Voilà tout. Ok. Bah, écoute, je te remercie. Merci pour ton Ah, temps. merci Merci à toi. d'avoir partagé un petit peu tes réflexions, ta vision autour de différentes thématiques qu'on a un peu abordées. Évidemment, il y a pas de vérité. On est parti dans Non, différents sujets, mais c'était hyper intéressant, hyper passionnant et ça met un petit peu en lumière différentes problématiques. Et des fois, on n'a même pas de réponse à des questions et je ne sais pas si on en aura un jour, mais en tout non, cas, c'est c'était clair. très intéressant. Je mettrai en lien évidemment ton podcast et ton compte Instagram où tu partages aussi Merci. pas mal de choses avec des réflexions Yes. très pertinentes. Donc pour les passionnés, je ne peux que recommander. Et sur ce, bah, je te remercie encore une fois. Et puis pour tous les auditeurs, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.